Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus à cette édition d'information dont je me fais le plaisir de vous présenter. Les jeunes du 2e arrondissement de la commune de Libreville a constitué un ONG dénommé La Famille des années primaires, laquelle lutte contre les inégalités sociales et vient de mettre un terme à son opération de nettoyage des artères des quartiers de 2e arrondissement. Les précisions avec Euphrem Bioguedzo et Vitalis Kumba. 3 semaines d'activité intense pour l'ONG FAP, c'est le temps qu'il lui a fallu pour donner un beau visage aux artères du 2e arrondissement de la commune de Libreville. À l'heure actuelle, les quartiers qui ont bénéficié de l'appui de FAP présentent un tout autre visage, à l'instar des cocotiers qui jadis étaient liés aux difficultés d'insalubrité notoire. Cette opération de nettoyage grandeur nature est une idée des fils du 2e arrondissement avec bien évidemment l'appui matériel des élus locaux de cette partie de la ville. C'est ceux du 2e arrondissement qui nous sont venus en aide à la 3e semaine, essayer de nous apporter comme au fur et à mesure nos matériaux ne faisaient que se casser au fur et à mesure que nous avançons. La mairie du 2e arrondissement a pu nous aider en nous passant le matériel afin de faire un relais, de temps en temps aller les remettre, mais nous n'avons pas eu don et nous avons eu le maire qui nous aide et qui nous soutient pour l'instant à réaliser certains projets. L'incivisme qui est à mettre à l'actif des usagers ne facilite pas la tâche à ces bénévoles. Des véhicules hors d'usage sont stationnés sur le trottoir durant plusieurs mois, camouflant ainsi des tas d'immondices. À la moindre averse, les dits déchets se déversent dans les caniveaux, obstruant le passage des eaux, chose qui, en principe, devrait interpeller l'hôtel de ville afin de débarrasser Libreville de tous ces déchets. Les difficultés que nous rencontrons, c'est que apparemment nous avons remarqué que depuis que ces caniveaux-là ont été placés, jamais ces caniveaux n'ont été nettoyés comme nous l'avons fait de fond en comble. Nous avons fait le constat avec toutes ces voitures qui sont garées anarchiquement, des réparations sur la voie publique qui nous ont empêchés de bien amener notre travail à bout. Au regard de la recrudescence du grand banditisme dans les quartiers du 2e arrondissement de la commune de Libreville, avec ses multiples cas de braquage à l'arme blanche, l'ONG FAP envisage déjà de créer au sein de son unité une brigade d'autodéfense qui veillera nuit et jour sur la sécurité de ceux qui vont arpenter ces artères. Les jeunes de l'ONG La Famille des années primaires viennent de mettre terme à son opération de nettoyage des artères du quartier du 2e arrondissement de la commune de Libreville. Sur un tout autre plan, à jour en termes de taxes communales et exerçant depuis plusieurs années à cet endroit, les commerçantes de l'entrée principale de l'hôpital, sinon du centre hospitalier universitaire de Libreville, sont contraints de libérer les lieux, une décision prise lors de la récente descente des autorités à cet endroit. Les précisions avec Arnaud Babekong et Vitalis Kumba. Les espaces commerciaux pour écouler leurs marchandises, les commerçantes et commerçants gabonais en auront toujours besoin, auquel cas ils se verront à chaque fois délogés du lieu de vente habituel. Le cas est aujourd'hui spécifique aux commerçantes exerçant à l'entrée principale du centre hospitalier universitaire de Libreville, CHUL. Ils sont sommés de quitter les lieux à la diligence des responsables de l'institution sanitaire. Une décision qui fâche à bien des égards. Ça fait des années que nous vendons ici. Nous ne gênons personne. Nous aidons même ces malades-là évacués qui n'ont pas de parents. Parce que l'hôpital n'arrive pas à assumer. Depuis des mois déjà, il n'y a pas la ration à l'hôpital. Nous venons vendre, nous ne gênons pas. Ce qui nous étonne, c'est qu'à l'intérieur, même le personnel de l'hôpital fait le commerce à l'intérieur. Le directeur ne les interdit pas. Pourquoi nous attaquer, nous qui sommes à l'extérieur de l'hôpital? Nous les dérangeons en quoi? Il y a des restaurants dans l'hôpital général, déjà, c'est pas normal. Une structure sanitaire, il y a des restaurants à l'intérieur, il y a des boutiques à l'intérieur parce qu'on s'est rempli les poches. On n'interdit pas. Mais nous qui sommes à l'extérieur, je crois que lorsque quelqu'un construit et qu'il mette une barrière,
Ça veut dire que c'est la limite de l'intérieur et l'extérieur. Nous sommes à l'extérieur de l'hôpital. Nous ne sommes pas à l'intérieur. Donc la logique voudrait que cela soit respecté. Si le directeur de l'hôpital doit interdire, qu'il interdise aux infirmiers, aux sages-femmes, aux docteurs qui ont des restaurants, qu'ils refusent que les Libanais viennent ouvrir les boutiques à l'intérieur de l'hôpital parce que ce n'est pas un centre commercial, c'est un centre sanitaire. Nous sommes à l'extérieur. Nous payons les taxes ici. À la mairie, l'autorisation d'occupation, nous payons. Pourquoi nous combattre, nous qui sommes dehors, et laisser ceux qui font le commerce à l'intérieur? Une infirmière qui vient le matin, elle va à Panier Doré avec moi, elle prend les sacs de pain. Voilà l'autorisation que nous payons à la mairie. Elle prend les sacs de pain, elle prend les sacs de pain. 60 pains. Dites-moi à quel moment elle va aller faire le travail pour lequel l'État la paye. Quand elle est derrière les sandwichs. Dites-moi. Et tout ça là, le directeur, M. Baye, ne voit pas. C'est nous qui sommes à l'extérieur qu'ils attaquent. Sur quelle base? Ils nous attaquent pourquoi? Si nous ne pouvons plus vendre ici, alors qu'ils nous montrent notre structure, un autre endroit où nous allons aller vendre. Parce que sinon, nous n'allons jamais abandonner. Nous vivons grâce à notre petit commerce que nous faisons. Nous avons des enfants. Nous sommes des locataires quelque part. Si nous n'exerçons plus, comment allons-nous vivre? Comment allons-nous vivre? Est-ce que Baye va gérer nos familles? On a dit Gabon d'abord. Le président Ali avait dit en 2009, il a dit Gabon d'abord. Mais aujourd'hui, je vois que c'est le contraire de toute chose. Elles n'entendent donc pas quitter ce lieu fructueux pour leur activité commerciale, ce qui relance assurément la question de la mise à disposition d'espaces de vente au profit des commerçants par l'autorité compétente. Espérons toutefois que les autorités compétentes pourront trouver une solution définitive à ce problème. Rien à voir avec ce qui précède. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée le 5 juin dernier, sous le thème international « Combattre la pollution plastique », des campagnes de sensibilisation sont menées à Libreville. Où en est-on avec la loi visant à lutter contre la pollution plastique? Élément de réponse avec le député de la 12e législature, Angélique Ngoma, qui répondait aux questions de Pierre Parfait Mbadikumba. Une proposition de loi intitulée « Proposition de loi fixant le régime des emballages et sachets plastiques non biodégradables » a été prise. Cette proposition de loi a prospéré. L'initiatrice, votre humble serviteur, a été auditionnée par l'Assemblée nationale, et nous étions en 2016, l'Assemblée nationale, le Sénat, et par la suite, les deux chambres ayant adopté le texte en termes non identiques, une commission mixte paritaire a été convoquée, et cette commission mixte paritaire a rendu ses conclusions, ce qui a fait que le texte soit passé en délibération au niveau de l'Assemblée nationale, envoyé au Sénat, qui aussi à son tour a franchi cette étape. Donc, s'il fallait tenir compte des statistiques, on peut dire aisément que le Gabon n'est pas en reste dans la lutte contre la pollution des sachets plastiques, puisque des mesures de protection ont été prises et sont initiées par cette loi. Donc, en l'absence d'autres textes, jusqu'à ce jour, bien évidemment, la législation, si on peut le dire, gabonaise, est régie par plutôt des textes d'application. Il s'agit de la prise en compte d'un certain nombre de décrets, par exemple ceux qui réglementent l'élimination des déchets ou le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et marines, et ainsi de suite. Mais en ce qui concerne la gestion du plastique, bien évidemment, la mesure n'était pas encore prise. Et nous attendons que cette proposition de loi prospère pour qu'elle devienne, d'ailleurs c'est maintenant une loi qui deviendra bien évidemment loi applicable une fois promulguée par le président de la République. Nous avons tenu compte d'un certain nombre d'éléments, notamment la dangerosité de ces sachets ou du plastique non biodégradable, en ce qui concerne l'agriculture, en ce qui concerne la nappe phréatique, donc pour ce qui est de la pêche, de la consommation des produits marins, et même pour l'organe humain, l'inhalation quand ces sachets plastiques sont détruits par le feu.
Et aujourd'hui, nous voyons tout ce que ça cause comme dégâts en saison de pluie, avec les caniveaux bouchés ici et là, ces sachets plastiques remontent à la surface, ce qui n'est pas toujours agréable et ça met énormément de familles en difficulté. Donc cette loi qui a un certain nombre de dispositions, qui fixe d'abord le cadre, parce qu'elle concerne autant les usagers que les fabricants et les importateurs, autant là-dedans, on a dans quelle situation ça peut être utilisé, autant là-dedans, il y a aussi bien évidemment les sanctions encourues pour toute personne physique ou morale qui ne respecterait pas bien évidemment le dit texte. Il en va de notre sécurité, comme on le dit, parce que la sécurité, elle n'est pas simplement militaire, de défense, mais il en va de la santé, de la protection de notre environnement. À Lambaréné, la dynamique des Magnans, une association à but non lucratif, vient de mettre en œuvre un atelier sur la transformation du manioc et des produits agricoles. Les précisions avec Euphrem Bioguedzo. Les images sont de nos confrères de G3 RTV Lambaréné. Renforcer les liens de solidarité entre les membres, à cela s'ajoute la création et la mise en place des activités génératrices de revenus pour une autonomisation financière de l'ensemble de ses composants. C'est le but clairement visé et bien défini par la dynamique des Magnans, en abrégé la DIMA qui enregistre à ce jour près d'une cinquantaine de membres, une rencontre qui a permis à cette association apolitique et à but non lucratif de commémorer la fête des mères et par anticipation, c'est des pères. Occasion a également été donnée au directoire de la DIMA de procéder au lancement de l'atelier de transformation de manioc et de divers autres produits agricoles. Nous avons choisi le manioc parce que c'est une plante qui se retrouve en quantité ici dans le Moyen-Ogooué. C'est accessible, mais il fallait démontrer aux membres qu'à partir du manioc, ils peuvent mener une activité génératrice de revenus, ce qui est assez original. C'est des choses qu'ils voient tous les jours, mais ils n'ont pas pensé un seul instant que cela peut être source de revenus en dehors de la forme en bâton, quoi. Cet endroit se veut être un cadre d'ouverture et d'opportunités, d'affaires et de raffermissement des liens entre les fils et filles de la province du Moyen-Ogooué. Messieurs, pour la bonne marche de notre association, la DIMA, se réunit une fois par mois. Une cérémonie de présentation de la DIMA a été faite en date du 18 février 2016. La DIMA totalise 22 réunions depuis le début. Concernant les activités génératrices de revenus abrégées AGR, nous avons des ateliers séminaires tels que fumer le poisson, saler le poisson. Créée le 28 août 2016, la DIMA compte à son actif plusieurs activités, lesquelles font rayonner au fil du temps la ville du Dr Choiser. Dans ce journal, nous parlons des dangers de la consommation de la géophagie, communément appelée kalaba, chez son consommateur. Les précisions dans ce reportage que nous vous proposons de suivre maintenant. La première complication qui est connue et qui est grave, c'est effectivement l'anémie chronique qui fait que... Et cette anémie chronique, quand on a anémie, cette anémie peut entretenir. Plus on est anémie, plus on a envie de consommer le kalba. Et plus on prend le kalba, et plus ça va aggraver l'anémie. Et donc quand on est anémié, on est susceptible aux infections. Ça veut dire que les personnes qui ont l'anémie ne peuvent plus bien se défendre contre les infections, quelles qu'elles soient. Donc le système immunitaire va baisser parce que tout simplement on est anémié. Et quand on est susceptible aux infections, il suffit d'avoir une petite infection, cette infection peut devenir grave. Alors, quelles sont les autres complications? Les autres complications sont effectivement, on peut avoir des constipations. On peut avoir des constipations et ces constipations vont se manifester par les douleurs abdominales qui sont chroniques, qui vont revenir de temps en temps, qui sont effectivement à l'origine du fait qu'on consomme le carbone. On peut avoir d'autres consommations qui sont des parasitoses. Les parasitoses, on peut avoir les parasites intestinales, les parasites, parce qu'on mange la terre. La femme enceinte, alors là, ces complications vont devenir graves. Parce que la femme enceinte n'est pas seulement que la femme seule, mais il y a également l'enfant qui est dans le ventre. Alors, les premières complications, comme vous pouvez l'imaginer,
lorsqu'on consomme le kalaba, parce que tout simplement on est en scène, alors l'enfant déjà peut être exposé aux malformations. L'enfant peut être, parce que le kalaba contient, je continue, le kalaba contient ce qu'on appelle les métaux lourds, donc l'aluminium, qui peut effectivement interférer, surtout quand on consomme ça en début de grossesse, lorsqu'il y a la mise en place des organes. Lorsqu'il y a la mise en place de ce qu'on appelle l'embryologie, donc la mise en place des différents organes de l'enfant. Et cette mise en place doit se faire sans être interférée par une quelconque substance. Alors lorsqu'on consomme le kalaba et que le kalaba contient l'aluminium, cet aluminium va avoir un effet au niveau de l'embryogenèse, la mise en place d'organes, et cet enfant peut se trouver par des malformations au niveau du système nerveux. Vous venez d'écouter le docteur Pamphila Soumou qui nous édifiait davantage sur les dangers de la consommation de la géophagie, communément appelée kalaba chez la femme enceinte. Que pense alors l'homme de la rue sur cette consommation? Reportage. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à consommer de la géophagie, communément appelée kalaba. D'aucuns le font par imitation et d'autres pour faire disparaître la nausée, le cas spécifique des femmes enceintes. Si sa consommation abusive est due à la méconnaissance des dangers que celui-ci peut engendrer dans l'organisme humain, il n'en demeure pas moins que notre rédaction s'est penchée sur cette problématique. De façon directe, on n'a pas toujours ce réflexe sur l'impact négatif de la consommation de ce kalaba par les femmes. Mais de façon plus approfondie, avec un peu plus de recul, nous savons que oui, c'est un petit souci. On le dit toujours, généralement, pour les trompes, voilà. Si je prends le kalaba, c'est lorsque je pris un verre de plus pour me dessouler, je prends juste un peu et enlever la mauvaise haleine. Sinon, le kalaba n'est pas bien pour les femmes. J'avoue que mon épouse en a consommé lorsqu'elle était enceinte. Et je m'étais opposé parce que je savais que c'était un élément qui n'apporte rien au corps. Parce que c'est de l'argile, il faut le dire. Le kalaba, c'est de l'argile. Bien au contraire, ça peut causer des problèmes de santé. Ça peut boucher, semble-t-il, les trompes. Et puis ça peut causer des problèmes peut-être que nous on ne connaît pas. C'est sûr que l'argile, c'est pas quand même un aliment consommable pour l'homme. Je pense qu'à ce niveau, même pour les jeunes filles, il faut carrément interdire la consommation parce que ça peut forcément, à coup à long terme, créer des problèmes de santé. Je crois que c'est peut-être le goût et puis l'aspect pâteux qui doit attirer les dames puisque c'est bien qu'il s'agit. Souvent quand elles sont enceintes, elles l'utilisent certainement parce qu'elles ont des remontées ou bien elles ont des nausées. Tout ça là peut-être c'est pour faire passer ces aspects, mais moi je sais que c'est pas recommandé. Au quartier, il y a des femmes qui en consomment beaucoup. Ça a des impacts parce que surtout les femmes en grossesse, elles en prennent beaucoup. Mais j'en ai vu 2 ou 3 fois à l'accouchement et le nouveau-né est carrément bourré du kalaba sur son corps après la naissance. Un produit qui trouve l'adhésion de tous, au regard de la forte demande, comme en témoignent certaines commerçantes que nous avons rencontrées. La majorité, ce sont des femmes, des jeunes filles, des filles mères, des femmes enceintes. Et puis parfois aussi, il y a des hommes qui viennent, qui prennent peut-être pour 100 francs, 200. On se dit qu'ils veulent manger, ils disent il n'y a pas d'emballage, c'est pas moi qui mange ça. Je vais emporter à quelqu'un, donc on se entend que peut-être c'est madame, ou alors c'est maman, ou c'est la soeur. De toutes les façons, on a toujours des clients, mais la grande majorité, c'est les femmes. La consommation de la géophagie, communément appelée kalaba, n'est pas sans conséquences néfastes chez son consommateur. Alors, il serait temps que les femmes se ressaisissent, car un dicton populaire dit, je cite, « Vaut mieux prévenir que guérir ». Et en éducation, le professeur Anaclé Ndongwa, maître des conférences, et plusieurs de ses pairs réfléchissent ensemble avec l'appui de l'administrateur, président directeur général de l'Institut de hautes études et de management IHEM sur comment uniformiser, j'y arrive, les rédactions des rapports des stages et mémoires professionnels au sein de cette institution. Ephraim Bioguedzo, Vitalis Combat, reportage. Permettre au corps professoral et au cadre de l'administration du groupe IHM de s'arrimer au code universel des enseignements dispensés à travers le monde, cette question a fait l'objet d'un séminaire atelier d'encadrement des rédactions de rapports des stages et mémoires professionnels à la demande de l'administrateur président directeur général avec pour objectif l'adoption commune d'une méthodologie
au sein de l'Institut de hautes études de management, les présentes assises partent d'un constat suite à des multiples dysfonctionnements observés dans la rédaction des rapports des stages et mémoires professionnelles. Il était plus qu'urgent pour l'administration de recadrer les troupes, le tout en veillant au grain au travail effectué par les étudiants. Aller dans le bon sens, aller à l'essentiel pour moi, c'est d'abord de rappeler, vous le savez tous, contrairement à ce que beaucoup de gens veulent faire croire, il n'y a pas de dichotomie entre la recherche fondamentale ou théorique et la recherche appliquée. Nous savons tous que toute recherche fondamentale ou théorique n'a aucun sens sans la recherche appliquée. Et toute recherche appliquée aussi n'a aucune légitimité sans recherche fondamentale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que malgré l'adoption du LMD, un rapport de stage, comme le disait monsieur l'administrateur directeur général, un rapport de licence pro, un mémoire de master pro, un mémoire de master de recherche sont des travaux de recherche qui doivent tous obéir aux exigences méthodologiques universelles. Il n'y a pas une manière gabonaise de faire ces choses-là. Au dire d'Anna Klendongwa, il n'y a pas de dichotomie entre la recherche appliquée et la recherche fondamentale. Toute recherche fondamentale opérée doit déboucher nécessairement sur la recherche appliquée. Inversement, toute recherche appliquée n'a aucune légitimité, aucune cohérence sans recherche fondamentale. Il s'agit de rappeler aux enseignants-chercheurs qu'il n'y a pas une manière gabonaise de présenter ces choses, indépendamment des disciplines, indépendamment des grades, indépendamment de la nature ou du statut des établissements d'enseignement supérieur, que ce soit une école dite professionnelle, que ce soit l'université style classique, les travaux de recherche sont des travaux de recherche. Ils obéissent, ils doivent obéir à des exigences méthodologiques universelles, indépendamment des disciplines, des titres, des grades. C'en est fini avec la culture de la facilité qui très souvent débouche sur des mauvaises notes, laquelle gangrène le système éducatif gabonais. Une élite bien formée passe nécessairement par les enseignements de qualité. Les Gabonais, nous aimons la culture de la facilité. Et les étudiants, et les enseignants-chercheurs. Les étudiants voudraient, ils sont réticents, ils sont allergiques à l'effort de recherche. Par exemple, lorsqu'un travail est bon, c'est lui-même qui est responsable. Mais lorsqu'il est très mauvais, c'est le professeur Nongwa, n'a pas bien. Et du côté aussi, nous enseignons une certaine complaisance, une certaine légèreté, parce que la misère aidant, nous sommes tous obsédés de gagner un peu d'argent, et cette obsession de l'argent légitime fait souvent en sorte qu'on laisse passer ou qu'on néglige les exigences que nous devions rappeler aux étudiants. Donc, il n'y a pas de constat déplorable. C'est une structure digne de son nom, doit toujours faire sienne, rappeler à tous les acteurs, les enseignants-chercheurs bien entendu, les étudiants, les parents des étudiants qu'un travail de recherche, c'est un travail de recherche. Il doit être conforme aux exigences méthodologiques universelles, quelle que soit la structure ou la nature des établissements. Au terme des dites assises, c'est les points retenus auxquels se sont accordés l'ensemble des enseignants devraient figurer sur le rapport final et mis en application au sein de cette institution. Sur un tout autre plan annoncé pour ce samedi 9 juin 2018, l'élection au poste de conseiller à la Haute Autorité de la Communication AC cristallise les débats au sein des rédactions des organes de presse publics et privés. Les candidats font le porte-à-porte pour solliciter les voix de leurs confrères journalistes. C'est le cas ce matin de Dame Sylvie Minzé-Biban qui a échangé avec les agents de la télévision Shekina. Reportage Fabiola Mengue, Vitalis Kumba. L'élection à la Haute Autorité de la Communication, AC, qui aura lieu ce samedi à la maison Georges Rawiri, donne place aux journalistes et autres professionnels de la communication d'y accéder par voie d'élection. Au nombre de candidats qui postulent, il y a une dame, Sylvie Minzé-Biban, journaliste de formation, qui parcourt les rédactions dans le cadre de la campagne relative à cette élection. C'est pour mieux expliquer son programme d'action, si elle est élue, qu'elle s'est entretenue avec les journalistes de TVS sur ses motivations de se porter candidate. Je suis venue chez vous ce matin pour vous parler de ma candidature à la HAC, Haute Autorité de la Communication,
dont l'élection aura lieu le samedi 9 juin à 10h à la maison Georges Rahuiri. Donc je suis venu vous voir pour solliciter vos suffrages parce que j'ai un parcours qui me permet d'être candidate. J'ai plus de 20 ans d'expérience professionnelle, aussi bien à la radio qu'à la télévision. J'ai 11 ans d'expérience professionnelle au CNC, où je suis conseiller technique. J'ai servi les 5 présidents qui se sont succédés à la tête de cette institution. Autre chose, parmi les 7 personnes qui ont été nommées, il n'y a qu'une seule femme, ce qui fait un quota de 18%. Or, les plus hautes autorités parlent d'un quota de 30% au sein de notre administration. Donc, en principe, les 2 postes qui restent devraient échoir aux femmes pour qu'on atteigne les 30%. Par rapport à mes différentes expériences professionnelles, aussi bien à la radio qu'à la télévision, et puis ma présence au CNC de manière... ma présence au CNC pendant 11 ans, je connais un peu la maison, je connais un peu le fonctionnement de la maison, donc je me dis que je suis la candidate la mieux placée pour occuper les fonctions de conseiller membre à la haute autorité de la communication. Sylvie Minzebibon, épouse à Sokondon, dit avoir un potentiel redouble sur les rouages de la communication qui lui permettra d'assurer avec abnégation la lotage qui se dessine devant elle. Au terme du scrutin, si les voix des communicateurs convergent en sa faveur. Et c'est dans cette atmosphère que nous lui souhaitons bon vent. Place à présent l'actualité hors de nos frontières qui nous amène d'abord au Cameroun. Depuis 60 ans, dans les forêts primaires du sud du Cameroun, les pygmées Baka se voient contraints de laisser une place toujours plus importante aux exploitants forestiers, mais à la mi-mars, l'entreprise française Rouget, l'un des principaux acteurs de l'exploitation forestière dans le bassin du Congo, a déposé son bilan. La communauté Baka nourrit désormais l'espoir de retrouver son mode de vie en harmonie avec la forêt. Presse internationale. À perte de vue, une forêt dense, aujourd'hui clairsemée par endroits. Conséquence d'une exploitation intensive des bois tropicaux, principale activité économique de la ville de Djoum dans le sud du Cameroun. Une ville sinistrée depuis l'arrêt des activités de la Société forestière et industrielle de la Doumé, une filiale du groupe français Rouget, mise en liquidation judiciaire le 12 mars dernier par le tribunal de commerce de Poitiers en France. Cette filiale camerounaise exploite ici une concession de 550 000 hectares de forêt depuis 1969. Mais aujourd'hui, ce site a des allures fantômes, des billes de bois à l'abandon, du matériel roulant à l'arrêt et plus de 200 employés au chômage technique. Une concession depuis longtemps interdite d'accès aux populations autochtones, notamment les pygmées Baka, des pygmées comme Emmanuel, privés de leurs terres depuis l'installation du groupe français dans leur forêt traditionnelle. Nous sommes arrivés dans notre campement qu'on appelle Avocat. C'est là où mon père reste avec sa femme. Emmanuel et les siens, premiers habitants de cette forêt, qui n'ont jamais profité de l'exportation des bois tropicaux. Ils ont même été forcés à quitter leur lieu de vie ancestraux, à abandonner leur mode de vie fait de cueillette et de chasse. Ils vivent désormais dans des campements rustiques comme celui-ci. Ça, c'est une maison de Baka, maison traditionnelle. Là, c'est la porte ici. Et là-bas, à l'intérieur, il y a le lit. Emmanuel est devenu le porte-voix de la colère de sa communauté contre la filiale du groupe Rougier. À travers la forêt, il nous amène sur le lieu qui cristallise la rancœur des pygmées vis-à-vis de la société française. L'exploitation de la forêt, sans égard pour la population pygmée indigène, a parfois des effets destructeurs insoupçonnés. C'est là-bas qu'il y avait le site sacré. Au moment où le site a été détruit par la société forestière, il fallait qu'on se déplace parce qu'immédiatement, quand le site, on le détruit, surtout par une société, il faut que les gens de la communauté se déplacent. En défaut de ça, vous tous, vous allez tous mourir. Emmanuel ne dissimule pas sa joie depuis l'arrêt de l'exploitation forestière par le groupe français Rougier. Chassés de leur forêt, meurtris par la profanation de leurs lieux sacrés, les pygmées Baka pensent tenir leur revanche sur le destin. Vraiment, hey, non. Ça, c'est une bonne chose, que la suite ferme ses portes. Aïe, Seigneur. Puisque bon, c'est une société qui, de mon côté, hein, ça n'a même pas aidé ma communauté. Nous qui sommes les premiers habitants de la forêt, une société vient comme ça exploiter la forêt là, sans nous récompenser, sans nous donner quelque chose.
Nous, on ne connaissait pas les dispensaires, les hôpitaux de la ville. Là. On avait tout en forêt, tout, la nourriture, tout en forêt. Maintenant, tout est parti, tout est vraiment détruit. Les pygmées du secteur n'ont alors pas d'autre choix que de déménager et d'abandonner encore un peu plus leur univers. Seuls 4 pygmées figuraient parmi les quelques 200 employés locaux du groupe Rougier. Parmi eux, Gaston, qui s'est coupé le bras l'année dernière lors de l'abattage d'un arbre, un accident suivi par de nombreuses opérations. On était en train de faire tout ce travail-là. Moi, je ne savais pas là où j'étais. Après plus d'1 an d'hospitalisation, Gaston est de retour dans sa communauté pygmée. Invalide, il passe ses journées à boire de l'alcool local en attendant une hypothétique pension d'invalidité. Sans illusion, compte tenu des finances du groupe Rougier et de sa filiale camerounaise appelée ici par son sigle, la SFID. Moi, je suis perdu dans tout ce problème. Comme la SFID parle là, je veux que lui aussi pense à moi, que me donne mon agent d'accident. À 300 km de Djoum, Yaoundé, la capitale du Cameroun. Nous y retrouvons le président du conseil d'administration de la filiale camerounaise du groupe Rougier. Pour lui, les redevances forestières versées par son entreprise à l'État sont censées indemniser et soutenir les pygmées Baka lésés. Quand on détruit l'habitacle des pygmées, on ne peut pas le refaire. L'État a prévu dans les taxes de superficie, les taxes d'exploitation, des sommes non négligeables qui sont affectées aux communes et même aux communautés riveraines. L'éventuelle faillite définitive de la société forestière et industrielle de la Doumé ne rendra sans doute pas leur forêt aux pygmées Baka, mais ils espèrent profiter un peu plus des exportations de bois tropicaux. Une reprise d'activité suspendue aux prochaines échéances judiciaires du groupe Rougier, présent également au Gabon, au Congo et en Centrafrique. En Syrie, les unités de protection du peuple, YPG, la principale milice kurde de Syrie, a annoncé mardi son retrait de Manbij, une ville stratégique du nord du pays qui a fait l'objet d'un accord entre la Turquie frontalière et les États-Unis. Nous retrouvons une fois de plus nos confrères de la presse internationale. C'est peut-être un pas vers un dégel des tensions entre Washington et Ankara. Les États-Unis et la Turquie se sont mis d'accord sur une ligne de coopération au sujet de la ville de Manbij, au nord de la Syrie. Un accord selon lequel les membres de la milice kurde YPG doivent quitter la ville et être conduits à l'est de l'Euphrate. Mais les deux pays ont eu du mal à trouver un accord sur certains points, comme l'abandon des armes par les combattants kurdes. Et alors que selon Washington, aucune date n'a été fixée, le ministre turc des Affaires étrangères, lui, est plus précis sur la feuille de route. Cela ne prendra pas plus de 6 mois. Ça n'excédera pas cette période. Nous n'échouerons que si la Turquie ou les États-Unis disent « J'ai approuvé cette feuille de route, mais je ne veux plus la suivre ». Manbij est devenu un point de friction entre les États-Unis et la Turquie. Les YPG ont aidé Washington à chasser le groupe État islamique de la ville en 2016. Alors pour le gouvernement américain, la milice kurde est une alliée, tandis qu'Ankara la considère comme un groupe terroriste lié au PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Ces derniers mois, le président turc avait menacé de chasser les YPG de Manbij. Ce mercredi, les unités de protection du peuple ont déclaré qu'elles étaient prêtes à partir. Après plus de 2 ans d'un travail acharné, et le conseil militaire de Manbij étant maintenant suffisamment autonome, les YPG ont décidé de retirer leur conseiller militaire de Manbij. Selon un membre du conseil local de Manbij, l'accord entre les États-Unis et la Turquie laisse certains habitants perplexes. Certains voient d'un mauvais œil le départ des conseillers militaires kurdes. Près d'1 million de personnes vivent à l'intérieur et autour de la ville. La plupart d'entre elles sont déplacées et ont fui les combats en Syrie. De retour à Libreville, parlons à présent de sport. Ce samedi 9 juin 2018 sera organisé le championnat national de basketball top 10 chez les hommes et élite chez les dames. Ce sera au plateau sportif de l'université Omar Bongo sous la houlette de la Ligue nationale de basketball, en abrégé l'INAB. Les précisions avec Mosconi Ngonba et Ulrich Simaila. Merci de prendre votre temps pour un autre sport que celui du football, en l'occurrence le basket. Vous savez tous que ça fait 3 années pratiquement que nous n'avons pas eu de compétition en senior. Donc
nous avons décidé avec certains clubs de pouvoir relancer la machine et donc de redémarrer le championnat semi-professionnel masculin et féminin. Cette nouvelle vient à point nommé après l'organisation de la Fédération gabonaise de basketball de la Coupe du Gabon qui a eu un franc succès. La LINAB emboîte le pas, de quoi redonner aux basketteurs l'espoir de croire à ce championnat qui débutera ce week-end au plateau sportif de l'université. Comment est-ce que ce championnat sera organisé et quelles sont les équipes qui y prendront part? Nous avons décidé de jouer en 2 poules. Une poule basée sur Libreville et une autre poule basée sur Port-Gentil. Pour votre question, effectivement, il y a des équipes de l'intérieur, exactement 2, mais Port-Gentil aussi fait partie de l'intérieur. Hormis Port-Gentil, capitale économique, il y a deux autres provinces qui participent au championnat. Vous avez le Moyen-Ogooué avec Lambaréné Iso et vous avez le Wolentem avec New Angel chez les hommes et Abounou chez les femmes. Un championnat national qui verrait également la participation des équipes féminines, le cas de celle d'Abounou. En 2015, lorsque nous prenons la charge de la LINAB, nous héritons de 7 clubs en féminin, 4 à Libreville et 3 à Port-Gentil. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 2 qui sont prêts à prendre part au championnat. Donc un championnat ne peut se dérouler qu'avec au minimum 3 équipes. C'est pour cela que nous avons coopté l'équipe d'Abounou, à charge pour elle d'élever son niveau si elle souhaite participer et gagner en championnat d'élite. Tout semble prêt pour la bonne marche de ce championnat national de basketball qui regroupera la crème des basketteurs. De quoi redonner aux fans la passion de cette discipline qui jadis suscitait un engouement favorable de la part des supporters. Nous changeons de discipline pour parler cette fois-ci de football. La dernière journée du championnat national de football qualificatif pour les playoffs s'est jouée hier. USB, Mangasport, Lusosport et AOCMS sont les qualifiés de playoffs. Les précisions avec Ulrich Simaela. Dernière ligne du championnat national de première division avant les playoffs s'est jouée hier à travers le territoire national avec les duels à distance pour certaines équipes qui voulaient faire partie du dernier carré qualificatif pour les playoffs. Mangasport a confirmé face au Stade Mandji 1-0. Au Stade Mbeba, Lusosport prend le dessus sur Adouma FC 4-0. Au Stade Jean Koumou de Lambaréné, le Stade Migobéen stoppe le rêve d'Akanda FC en se neutralisant par un score de 2 buts partout. Genasuku, sur ses propres installations, s'est fait battre par le leader, l'USB, par un score de 1-0. La OCMS, en déplacement au stade Akwakamdoyem, s'impose face à OYMAC 2-1. Victoire sans gloire du CF Mounana au stade Pierre-Claver d'Ivungi de Port-Gentil face à l'Olympique de Mandji 1-0. À Libreville, au stade de Siban, Missile affrontait l'As Pélican de Lambaréné. Une rencontre rehaussée par la présence du ministre de la Défense nationale Étienne Massa Kabinda et des responsables de la LINAB. Un match sans enjeu mais capital pour terminer la saison en beauté. Missile FC poussé par la fanfare de la gendarmerie nationale et tout l'état-major de l'armée remporte cette rencontre grâce à un but marqué à la 18e minute par Arthur Obiang. La saison n'a pas été bonne, vu les ambitions du club. On voulait d'abord rentrer dans les playoffs, mais on peut aussi dire que ce n'est pas la faute du club. Le championnat a été arrêté à maintes fois, donc on était sur une bonne dynamique au début du championnat, mais après on a coupé. Bon, on verra l'année prochaine. Il faut savoir s'adapter avec les réalités du terrain. Comme on dit chez nous, le terrain commence à aller. La cela nous tienne. Il fallait bien contribuer une solution pour pouvoir remplir aux exigences de la FIFA. Ben, la formule a été trouvée. Nous ne sommes pas au playoff. Nous souhaitons bonne chance à ceux qui y sont. Et nous restons satisfaits de la prestation de nos joueurs. Voici le classement général à la sortie de cette dernière journée du National Foot. L'USB est premier avec 25 points, suivi de Lusosport, 3e Mangasport, 4e LAOCMS, 5e CF Mounana, 6e Akanda FC, 7e Olympique de Mandji, 8e As Pélican, 9e Stade Mandji, 10e Missile FC,
11e OIM AC, 12e Stade Migobéen, 13e Ngena Soukou, 14e Adouma FC. L'Union sportive de Bita Manga Sport, Lozo Sport et l'AOCM sont qualifiés pour les playoffs qui débuteront le week-end. Adouma FC et Ngena Soukou évolueront en division inférieure la saison prochaine. Combien de départements compte la province de Goué-Maritime? Nous sommes bel et bien dans votre rubrique Expression libre, écoutons les éléments de réponse des uns des autres face à la caméra de Vitalis Kumba. Le département compte la province de Goué-Maritime. Je n'ai pas la moindre idée. Je sais quels sont les départements que compte le Goué-Maritime, mais je ne connais pas exactement combien il y en a. Combien? Vous en connaissez? Bon, je sais qu'il y a le département d'Ongoué, Tingoué, je sais plus trop. Département compte la province de Goué-Maritime. Je suis désolé. En tout cas, à ma connaissance, sauf si je me trompe, il doit y avoir 3. Il y a Mboué, il y a aussi d'autres départements que j'oublie. Sinon, je crois que c'est 3. Pour ceux qui l'ignorent encore, la province de Goué-Maritime compte 3 départements, à savoir le département de Bandje, Etimboué et Ndolou. C'est sur cette note que se referme cette édition d'information. Les cadres étaient assurés par Bertrand Koumileka, la réalisation de l'incontournable David Mitola. Merci pour votre fidélité et bonne suite au programme sur TVS, la télévision qui voit toujours plus loin.